Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer, je voulais remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui suivent régulièrement ma chaîne, et en particulier celles et ceux qui laissent des commentaires sur les vidéos. Ces commentaires font très plaisir et sachez que je mets un point d'honneur à répondre à chacun d'entre eux, en espérant ne jamais en oublier. Et ensuite, ils sont très utiles parce qu'ils me font connaître un petit peu vos goûts, vos intérêts, et m'aident dans les choix des randonnées qui feront l'objet de vidéos par la suite. J'ai vu à travers ces commentaires qu'un intérêt était présent pour l'histoire avec un grand H du massif vosgien. Et ça m'arrange un peu parce que je ne suis quand même pas un spécialiste de la faune, de la flore, l'écosystème ou de la survie dans les Vosges. Par contre, en histoire, je suis un peu plus à l'aise. Quand une connaissance ou des connaissances me font défaut, c'est tant mieux. Ça me permet donc d'avoir le plaisir absolu d'aller les chercher pour vous, les intégrer, pour vous et pour moi, hein, les intégrer et vous les ressortir en vidéo. Je fais d'une pierre deux coups. C'est comme ça que j'ai pu voir, par exemple, que les vidéos dédiées à la Première Guerre mondiale sur le massif avaient quand même un peu de succès. Il faut savoir pourtant que l'histoire des Vosges ne débute pas en 14 avec la Première Guerre mondiale. Elle est bien plus ancienne, l'histoire humaine des Vosges, hein, et son occupation est bien plus ancienne. Et justement, aujourd'hui, je vous amène sur des sites plus anciens que la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que je vais vous faire visiter deux endroits, le Rocher du Chalmont, un site proto-historique, et puis par la suite le château du Frankenbourg, à travers une petite randonnée. Alors cette randonnée, on la débute depuis le village de montagne de l'Avancelle, dans le Bas-Rhin, le 67 en Alsace, où on se stationne. On va suivre ensuite un sentier balisé qui nous indiquera le Rocher du Chalmont. Depuis le Rocher du Chalmont, on reprend le GR 532 et son balisage rectangle jaune pour se diriger donc au Schlossberg, la montagne où se trouve posé le château, en tout cas ce qu'il en reste, le château du Frankenbourg. Ensuite, après la visite du château du Frankenbourg, on va rentrer à l'Avancelle, on va revenir sur nos pas, sur notre stationnement, en passant par une route forestière qui n'est pas toujours ouverte à la circulation automobile. C'est une route privée, donc il arrive parfois que ce soit impossible. Pour la présentation de cette vidéo, je ne suis pas du tout sur le site du Chalmont ni de Frankenbourg. On n'est pas là dans le château du Frankenbourg. On se trouve dans la tour de la Vison, à Bruyères, dans les Vosges, tout près de chez moi. Cette tour de la Vison se trouve sur une montagne qui s'appelle la Vison, domine la ville de Bruyères et offre normalement une vue sur un autre château, le château de Bruyères, un château du Xe siècle, brûlé, détruit au XVIIIe siècle par un incendie. Je pensais pouvoir vous le montrer, mais en fait il est entouré de végétation et on voit à peine un petit bout de la chapelle Saint-Blaise qui elle est érigée donc, sur les vestiges de ce château. Alors le point commun entre la tour de la Vison, le château de Bruyères et le Frankenbourg, c'est cette roche du grès, rose, un grès vosgien. Donc on se trouve quand on est à Bruyères sur des massifs gréseux, tout comme quand on se trouve sur le massif entre le Chalmont et le Schlossberg, cette ligne de crête qui se trouve entre donc, deux vallées, la vallée du Villet et la vallée du Val d'Argent. Sans plus attendre, et toujours en vous remerciant de me suivre, je vous souhaite donc une bonne découverte du château de Frankenbourg et de la roche du Chalmont. Ici, on se trouve sur le rocher du Chalmont, à 697 mètres d'altitude. On se trouve au-dessus de la vallée du Val d'Argent, qui va de Sainte-Marie à peu près jusqu'aux portes de Célestat. Alors ce rocher a ça de particulier, il est recouvert de cupules ou de cuveaux, ce sont ces petits creux dans la pierre, hein, ces cuvettes.
Et ces cupules sont représentatives d'une occupation humaine très ancienne sur ce site, parce que ces cuveaux sont typiques donc, de lieux de culte. Cola, cola. Le rocher est absolument pas sécurisé, et là où était le chien, ça tombe à pic. Donc je reprends, ces rochers creusés là, à cupules sont typiques de lieux de culte de populations très anciennes, avant l'époque gallo-romaine, puisqu'on parle là de pré-celtique, d'époque même néolithique. Certains mentionnent aussi l'époque proto-historique. Le proto-historique, c'est l'époque qui correspond aux âges des métaux, hein, de l'âge du bronze à l'âge de fer. Alors, ça montre bien qu'ici c'est occupé depuis très longtemps, ce qui me semble logique. L'endroit est stratégique. Bien sûr, on est sur un lieu de culte sans doute dédié au soleil. On retrouve ce type de rocher à cuveaux un peu plus au sud et dans les Vosges. Hein. Là, on est dans le département du Bas-Rhin, mais sur le département 88, on trouve par exemple le rocher des Cuveaux, pas loin de Remiremont. J'ai déjà fait une vidéo dessus. On voit aussi ce type de rocher. Mais ça pas seulement un lieu, on va dire, religieux, c'est aussi un lieu stratégique, parce qu'on se trouve entre deux vallées, hein, la vallée du Villet d'un côté et celle du Val d'Argent, donc qui se présente face à nous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors là, c'était l'explication un petit peu rationnelle et historique. Une explication plus poétique explique que ces cuveaux, ces cupules, sont en fait les fondations d'un pont que les fées projetaient de fabriquer pour passer au-dessus de la vallée et rejoindre donc, le massif en face, le massif du Tenchel, qui lui-même est aussi un site, donc un lieu une zone de tranquillité, et qui est un site avec des roches de grès ayant des formes un petit peu mystérieuses, comme les trois tables ou le rocher du reptile. Donc beaucoup de légendes aussi en face, et en face aussi on va trouver quelques pierres dans lesquelles sont taillés des cuveaux. On se trouve actuellement au pied du château du Frankenbourg. Donc une des premières choses qu'on peut voir, hein, qu'on peut visiter, regarder, c'est ce trou là, entouré de pierres. C'était en fait la citerne du château. Donc s'agissant d'une place forte pouvant être assiégée, donc l'approvisionnement en eau était quand même très important. Et la plupart des châteaux forts ont une citerne qui collecte souvent donc, pendant l'eau de pluie. Alors, ont une voire plusieurs citernes pour pouvoir donc alimenter en eau l'ensemble de la population du château. La visite du château ne débute pas par l'intérieur mais par son extérieur. Et là vous voyez l'alignement de pierre, donc c'est pas flagrant à la vidéo, mais devant moi se trouve un alignement de pierre qui n'est autre qu'un mur païen, donc qui atteste vraiment de la présence de fortifications sur ce site, donc avant la construction du château. Donc depuis ici on a une magnifique vue, je vous la montrerai tout à l'heure. On se trouve sur la montagne du Schlossberg, donc la montagne du château, hein, Schlossen en allemand c'est fermé, donc le Schloss c'est le château, la place forte, et Berg c'est la montagne. Donc on est sur le Schlossberg, on est à un peu plus de 900 mètres d'altitude si je ne dis pas de bêtises. Alors là vous ne la voyez pas encore mais je vais vous la montrer, on a une vue qui s'offre à nous, vers le sud-est. C'est le fameux château du Haut-Königsbourg, un château lui aussi médiéval, qui a eu la chance d'être rénové pendant l'annexion de l'Allemagne sur l'Alsace. Un château donc, qui appartenait à Guillaume II, l'empereur allemand de l'époque, et qui a été restauré par l'architecte Bodo Erhardt, avec quelques libertés. Guillaume étant on va dire, féru de Moyen-Âge, de chevalerie, et puis aussi d'un peu d'histoire de chevalerie, un peu trop romantique. Bodo Erhardt, l'architecte, donc au début du XXe siècle, s'est permis donc des libertés architecturales qui font que parfois le château de Königsbourg aussi est un petit peu un château de conte de fées, tout autant qu'un château militaire.
Ici on voit parfaitement que la pierre a été travaillée hein, et qu'on y avait donc adjoint pour tenir à une autre, donc du bois. On avait rentré des morceaux de bois à l'intérieur, le système de tenon mortaise pour lier les pierres entre elles. Après un petit changement d'objectif, je suis en mesure de vous montrer à peu près donc, la silhouette de ce fameux château du Haut-Kinesbourg qui se découvre donc sur la montagne en face. Et là on reconnaît parfaitement son donjon hein, principal. Alors à l'avant, hein, ce qui est le plus grand, on trouvera un donjon. Et puis à l'arrière du château, on trouvera une tour d'artillerie, mais depuis ici c'est trop difficile pour vous la montrer, même du bout du doigt. Alors on voit effectivement que ces deux châteaux, le Frankenbourg qu'on va visiter à l'instant là, et puis ce Kinesbourg domine la vallée. Alors on va le voir un peu mieux quand je vais vous montrer ce qui se passe en dessous. Voilà, depuis là on domine parfaitement la vallée en contrebas. Il est facile donc de voir les troupes ennemies s'approcher. Voilà donc le château du Frankenbourg. Alors pas mal de choses à dire sur ce château. Hein. Alors déjà sa datation. Alors si dans les textes il apparaît pour la première fois dans une charte au XIIe siècle, hein, vers 1100 quelque chose. Alors il y a deux dates, on parle de 1120 ou 1143. Donc 1143 c'est sur le panneau d'information qui est juste là. Et moi sur ma documentation j'avais 1121 il me semble. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un château du XIIe siècle qui a été construit donc, sur les restes sans doute d'un camp gallo-romain. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le sommet du Chalmont. Le massif est occupé depuis très longtemps. De par sa position stratégique, il offre quand même un réel intérêt avec une vue sur deux vallées. Alors j'ai parlé tout à l'heure près du mur païen de 900 mètres, c'est une erreur, on est plutôt à 702 mètres, peut-être 715 mètres quand on est au-dessus de la tour. Hein. Je me suis trompé de 200 mètres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce château? Donc vestige très ancien, puisque construit sur un camp gallo-romain, ce qu'on appelait à l'époque donc des oppidums. C'est visible donc grâce à ce mur païen, donc à 3 niveaux là, donc juste derrière, par là, hein, on regardera tout à l'heure, il y a une petite table de pique-nique. On a donc la première ligne, il y avait donc trois rangées de murs païens. Alors dans ce château il reste le donjon. Alors donjon, le mot donjon vient du latin dominus. Donc le donjon servait dans les châteaux forts de dernier refuge en cas de siège. Et on y trouvait souvent donc, des appartements du seigneur, de celui qui domine donc, la place, donc le dominus. Alors ce château, s'il apparaît au XIIe siècle pour la première fois dans les écrits, aurait été construit en tant que château fort, vraiment place forte médiévale entre guillemets, hein, tout au début du Moyen-Âge même. C'est Clovis au 5e siècle qui l'aurait fait construire donc, au 5e siècle quand il partait envahir l'Alsace. Donc c'était un endroit pour ses troupes, une base arrière pour ses troupes avant de fondre sur l'Alsace. On peut dire, puisqu'on parle de Clovis, que ce serait dans ce château que sa femme Clotilde a prié pour qu'il gagne la bataille de Tolbiac. Et c'est à cette bataille où lui-même avait promis que s'il en sortait victorieux, il se convertirait donc, à la religion de sa femme, c'est-à-dire au christianisme. À l'époque, lui-même était païen. Alors par la suite, ce château a été occupé par les comtes de Frankenbourg, mais petit à petit, à travers les âges, la famille qui possédait les villages aux alentours a eu des problèmes financiers et a dû revendre et les terres et le château jusqu'à ce que ce soit donc l'évêché de Strasbourg qui en soit le propriétaire. Il était incendié, victime d'un incendie donc au XVIe siècle, puis reconstruit pour continuer à être habité. Pendant la guerre de 30 ans, ensuite, il a été occupé par les Suédois. Et puis petit à petit, il a été abandonné. C'est au XIXe siècle qu'il sera classé monument historique, patrimoine historique, avant le mur païen qui lui sera classé plus tard. Je pense avoir fait donc le tour de ce qu'il y a à dire sur ce château. Alors je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à dire, mais on va les visiter. Alors dernière chose, évidemment, l'origine donc étant un château de Clovis n'est pas attestée, difficile de trouver des documents écrits donc avant le XIIe siècle. Mais son nom, le Frankenbourg, voudrait dire en fait la forteresse des Francs, tout simplement. Le bourg dans ce sens-là devient une forteresse. Les Francs pour les Francs. On peut voir, tout à l'heure je disais qu'on château du
du XIIe siècle attesté. On peut ça en être au moins certain. Quand on voit la tour ronde, le donjon, ce type de tour ronde, donjon apparaissent. Ce type apparaît vers la fin à partir à la fin du XIIe siècle, avec l'apparition des premiers boulets qu'on pouvait tirer. Donc à l'époque, les murs carrés, eux, offraient trop de surface pour se faire éclater par les boulets. On était passé donc au boulet rond. On va aller visiter le château. On va s'approcher pour entrer. Alors tout de suite, on peut voir sur ma droite, donc là-bas au fond, une ancienne entrée, un portique, et puis donc là reste, on va s'approcher de ce qui va sans doute être un fossé. Voilà, rien de fulgurant, c'est un peu la base pour un château d'être doté soit de douves, soit d'un fossé conséquent. Je suis à l'intérieur et vous pouvez remarquer que la qualité d'image a dû nettement diminuer. Je viens d'avoir donc une panne de batterie. Et puis comme un bon gros neuneu, j'ai laissé la batterie de rechange dans la voiture. Donc à l'intérieur du château, c'est pas très grand, hein, c'est une petite enceinte. Alors il ne faut pas considérer comme ça étant la taille du château de l'époque. Mais bien sûr que tout autour du château, il y avait de la vie. Et d'autres constructions en bois, pour la plupart, qui aujourd'hui ont disparu. Donc là on est vraiment dans le cœur du château. Je vous fais faire un petit 360 avec le téléphone. Donc on peut voir ce fameux donjon qui n'est pas accessible, hein. Il y a une porte en fer, une grille en fer verrouillée pour des raisons de sécurité. Et ensuite donc on voit bien l'enceinte, en tout cas ce qu'il en reste tout autour de moi. Et là juste en face de moi, donc, le puits central. On avait bien une citerne à l'extérieur du château, mais il est bien évident, donc comme je vous disais tout à l'heure, qu'en cas de siège, c'est quand même mieux d'avoir un point d'eau à l'intérieur. Toujours avec une qualité d'image médiocre, je m'en excuse. Je vous fais voir un peu la vue. Que là, on est au pied du donjon. À imaginer depuis tout en haut du donjon. Donc la vue sur les vallées. Alors derrière, là, c'est plus le Val d'Argent, hein, c'est la vallée du Villet. Et puis là-bas, donc ce sera la vallée du Val d'Argent. Donc gros intérêt stratégique. Qu'on revoit là-bas. Hein. Ouais, on a vu sur la plaine alsacienne. En plus il fait beau, donc on a de la chance. Ce ne sera pas le cas demain. On voit l'épaisseur des murs, hein, ça rigolait pas. Alors s'il y a une porte en bas, la fameuse porte en fer fermée, bon, il y a une restauration en cours. C'est pas vraiment une restauration, c'est une association qui a pour objet de maintenir les ruines en l'état et que ça ne se dégrade pas plus. Donc doit être elle qui a fermé ce site, hein, pour les travaux en cours. Mais on va voir en avançant un peu plus. Qu'on a une porte là-haut. Alors c'est typique, hein, on voit d'ailleurs la pièce en pierre au pas de porte, sur lequel reposait sans doute un plancher, un escalier. Donc ça c'est typique des donjons. Hein. On y accède pour la plupart du temps, souvent en tout cas, par le milieu, à mi-niveau. Ce qui le rend encore plus sûr pour ses occupants en cas de siège. De l'autre côté, hein, face au donjon, sur le bout du château, on voit ce qui reste d'un bastion. Une autre petite place forte à l'intérieur de la place forte. Là, je recule un peu. Là, c'est la vue côté bastion, côté vallée du Val d'Argent. Alors, là derrière cette cime, on ne voit pas d'ici forcément, c'est le Haut-Königsbourg qu'on voyait tout à l'heure. Donc, avec le zoom, c'était quand même nettement plus net. On est ressorti du château. Donc là, on est côté ce que je montrais tout à l'heure comme pouvant être un fossé, hein, à l'époque. Et là on va voir donc au-dessus de nous, en face de mon doigt, petite construction. Alors c'est fortement possible qu'il s'agisse d'un point défensif, mais c'est aussi tout à fait possible, et c'était pas rare,
que ce soit tout simplement les latrines. Donc bien sûr c'était un plancher en bois avec un trou dedans, et c'est par là que donc, les gens allaient faire leurs besoins, balancer donc tout ça en bas du château. Parler de latrine à l'occasion de la visite des ruines d'un château fort n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus poétique, mais ça a au moins le mérite d'attirer votre attention sur le fait que si ces châteaux médiévaux étaient équipés de telles installations de confort et d'hygiène, c'est peut-être que cette époque qu'était le Moyen-Âge n'était peut-être pas une période de notre histoire aussi obscure qu'on aurait voulu nous faire croire, fut une époque dans les livres scolaires. C'est sur cette histoire de latrine peu glamour que je vais terminer donc cette vidéo dédiée au rocher du Chalmont et aux ruines du château de Frankenbourg. Pour l'heure, vous avez remarqué que nous sommes revenus dans la tour de la Vison, à Bruyères. Juste en face de moi donc, se trouve un panneau explicatif expliquant que cette tour de 15 mètres a été construite en 1900 et a été en partie détruite lors des bombardements de 1944. Donc elle a été réparée en 1957. Cette vidéo terminée, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.